merci de votre patience. On va pouvoir se lancer. On est ravis d'être ici. Alors, on se présente. Moi, je m'appelle Sabrina et je suis avec Simon. On travaille tous les deux chez Decathlon. On est très, très contents d'être avec vous aujourd'hui. À vrai dire, en fait, on ne pensait pas être retenus. Donc, on est ravis. On est tous les deux staff designers chez Decathlon. On a des parcours assez similaires. Auparavant, on travaillait à moitié sur un produit et à moitié sur le design system de Decathlon. Et depuis peu, on travaille tous les deux à 100% de notre temps sur le design system. Et on a une super nouvelle à vous annoncer, parce qu'on n'est pas tous les jours au DevFest, donc on en profite. Depuis hier, on a complètement open sourcé le design system de Decathlon, Vitamine. Et on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur nos réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter, pour aller en savoir plus. Merci. On est très très fiers. Merci pour les équipes. Moi je vais vous donner un petit peu de contexte, comment on s'est retrouvés ici au DevFest. Il y a quelques mois, avec Sabrina, on était autour d'un café et on se remémorait un peu nos années passées et les différentes expériences qu'on a pu avoir dans nos relations avec les équipes techniques, comme on les appelle quand on est designer. Vous voyez tous de quoi je parle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne se connaissait pas, on n'a jamais travaillé dans les mêmes boîtes, mais finalement, on avait eu des expériences super similaires. Bon. Partant de ce postulat, on s'est dit, OK, ce qui pourrait être super cool, c'est de savoir si ces soucis rencontrés, finalement, viennent de nous, ou si c'est quelque chose qui est plus généralisé. On ne s'est pas embêté, on est designer, on a l'habitude de récupérer un peu de données, on a fait un formulaire, et on a arrosé tout notre entourage avec ça. Grosso modo, une recherche de données. Tac, Decathlon Technologies. Finalement, dans ce formulaire, on a fait quelque chose qui était relativement simple et relativement ouvert. L'idée, c'était de poser la question, voilà, tu as quelques années de design derrière toi, dis-nous franchement, de toi à moi, c'est quoi le pire développeur que tu aies pu rencontrer dans ta vie? Et à l'inverse, si tu es développeur, fais-nous signe et dis-nous c'est quoi le pire designer que tu aies pu rencontrer. Alors ça, c'est marrant parce que franchement, vous récupérez des pépites, ça vaut le coup. On ne peut pas tout vous partager, mais vraiment, c'est marrant. Je vais vous donner un exemple parce qu'on est là aussi pour s'amuser, pour passer un bon moment. Je vais vous raconter, moi, une anecdote personnelle que j'ai pu avoir là-dessus. Il y a quelques années, quand je fais ma première mission en tant que designer, au bout de quelques jours, j'ai l'occasion de réaliser quelques écrans. Et puis voilà, je les fais, je les livre, c'est cool, tout se passe bien. Quelques heures plus tard, il y a un développeur beaucoup plus vieux que moi qui vient sur la table où il y a tous les designers. Donc voilà, un petit peu le contexte, et qui littéralement lève la main avec le proto dans la main et dit « mais qui a fait ça ?» Bon, moi, jeune, fougueux, plein d'énergie, c'est moi, t'es content, c'est cool, c'est super. S'en est suivi le moment le plus long de ma vie. Il s'est assis à côté de moi, il m'a mis une main sur l'épaule et il m'a dit, je m'en souviendrai pour toujours, « écoute, c'est joli ce que tu fais, mais ça marche pas et ça marchera jamais. » Super, j'étais ravi, première expérience, je sortais de l'école, bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Je retiens un peu le trait, mais vous avez compris le schéma, c'est que finalement on vient de mondes différents, on vient d'expertises différentes et on ne s'est pas toujours compris. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est quelques résultats qu'on a eus dans notre formulaire. Allez, c'est parti. Notre première petite perle, c'est un développeur qui parle à un designer et qui lui dit « oublie les limites techniques, on trouvera comment faire ». Donc là, s'il y a des designers dans la salle, ils sont en train de se dire « waouh, c'est génial, c'est qui ce développeur, je le veux dans mon équipe ». Alors pas exactement, en fait. Donc, en effet, c'est génial qu'il lui ait dit ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je respecte ton expertise, tu représentes la voix de l'utilisateur, tu vas trouver une super solution. Mais par contre, si je vous donne un peu de contexte, en fait, ils avaient des gros problèmes de latence sur leur application, des temps de chargement qui étaient très longs. Donc il y avait plein de solutions. Enfin, ce qu'on voit souvent, c'est du lazy load, un bouton, revoir toute l'architecture. Enfin, il y avait plein de solutions possibles. Mais là, s'il demande au designer la meilleure solution, il va tout simplement lui répondre je veux la même chose, mais rapide, en fait. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, on a un problème de communication et on en parlera juste après. Un deuxième petit verbatim qu'on retourne, alors vous l'avez déjà tous entendu, la seule chose qui change finalement, c'est le nom de la société. C'est un designer qui dit à un développeur « mais attends, en fait c'est possible de faire ça, je l'ai vu sur Uber ».
Ah ouais, bah génial mec, mais en fait, moi j'utilise mon iPhone tous les jours, j'utilise Insta, pourquoi les produits sur lesquels je travaille ne fonctionnent pas comme ça? Bah je sais pas, parce que bah, eux c'est Apple et nous c'est nous. Donc vous voyez un peu le schéma? On va aborder tout ça un peu après. Troisième petit verbatim, alors ça arrive assez souvent, j'ai des super collègues qui me rappellent tous les jours de ne pas oublier mes crayons de couleur pour venir travailler. En gros, on part en atelier, le développeur qui sait et qui dit « mais purée, c'est pas possible, encore un atelier post-it, mais moi je suis venu pour développer, je suis pas venu pour faire des dessins ». True story, celle-là on l'a vraiment entendue. Ok, je pense que vous avez tout de suite compris le souci, vous avez tout de suite compris qu'il y avait un problème où un designer qui ne prend pas forcément beaucoup de recul peut se sentir soit un peu rabaissé, soit un peu sur le côté. C'est quelque chose qu'on va aborder aussi ensuite. Alors la suivante, c'est un designer qui nous disait « Moi, je perds mon temps au délié, au rétro, et puis de toute façon, je ne comprends rien quand les devs y parlent. » Bah grave, en fait, on ne comprend rien quand vous parlez. Surtout quand les délits, ils sont censés durer 15 minutes et qu'ils durent 45 minutes. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui. En tout cas, on comprend terriblement ce designer, mais là encore, on a un problème et on l'abordera juste après. Alors, pas de ticket, pas de dev. Vous l'avez déjà dit, ça, non? Dans la salle? Ouais. Moi, on me l'a sorti pendant 1 an. Très honnêtement, heureusement que le gars qui me le sortait, c'était mon pote, parce que vraiment, ça m'aurait fatigué au bout d'un moment. En fait, là, ce que le designer est en train de raconter, c'est que finalement, parfois, un tout petit changement, d'un point de vue look and feel, en fait, ça soulève des heures et des heures et des heures et des heures de boulot côté produit et côté développement. Et puis on arrive à la dernière, notre petite chouchoute. C'était un designer qui nous disait « Mon quotidien, c'est l'émission Nailed It sur Netflix. » Alors, est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent cette émission? Ah, pas grand monde, je vous raconte rapidement. Donc, c'est une émission de pâtisserie où on a des candidats qui viennent et qui doivent reproduire un extraordinaire gâteau comme celui-ci, sauf qu'ils ont un temps très très court. Et donc, en fait, ça donne ça. Donc voici, résumé en 2 images, ce que peut ressentir très fréquemment un designer entre sa maquette et la prod. Vous l'avez compris, c'est pas un jugement, c'est pas une agression, c'est plutôt pour imager le fait qu'il y a un souci entre ce qui est imaginé et ce qui est réalisé. Finalement, c'est de la faute de personne, de la faute de tout le monde, ça c'est dont on va parler après, et c'est ce qu'on va vouloir essayer de déblayer. Du coup, alors vous le savez, on l'a dit, on travaille chez Decathlon. Alors chez Decathlon, on a une maladie, on est des aficionados du sport, d'accord? Alors ça se sent aussi dans la culture d'entreprise, on rattache tout au sport. Donc ce qu'on va vous proposer ensuite, finalement, c'est de faire ce qu'on fait tous les jours. On ne va pas changer une équipe qui gagne, c'est qu'on va essayer sur une thématique sportive de trouver des solutions pour préparer le prochain match qu'il y aura avec soit vos équipes techniques, soit vos équipes design. On va juste mettre un point de vigilance à partir de maintenant. Rien de bien grave. Finalement, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est des tips, c'est des solutions qui sont le résultat de nos expériences passées, individuelles et communes. On n'a pas du tout la prétention de dire que ce qu'on va vous proposer fonctionnera pour tout le monde. Ce n'est pas du tout le sujet. On est bien conscient que les contextes sont différents. Mais voilà, on voulait juste échanger avec vous sur des petits principes qu'on a mis en place au quotidien. Il va y avoir 3 rubriques sur ce talk. La première, ça va être, comme dans tout bon sport co, parce que finalement, on est une équipe, ça va être le jeu d'équipe qui va régler les problèmes liés à la communication. On va aborder un schéma de jeu, un plan tactique pour parler des sujets liés à l'organisation. Et enfin, on terminera sur le chaussage, pardon, je savais que ce serait dur à dire, des crampons avant d'aller courir notre marathon. Allez, c'est parti, on se lance. Notre première partie qui concerne la communication et le jeu en équipe. Premier slide. Bienveillance. Point. Vous êtes tous d'accord, c'est bon? Il y a du café, on peut partir, en fait, fini. Bon, ok, c'est pas fini. On a dit aussi qu'on était là pour que ça matche un petit peu des fois. Et il se trouve que nous, on en a marre de la bienveillance. Pourquoi on en a marre? Parce qu'on a un problème. Le problème, c'est que la bienveillance, on la confond souvent avec de la complaisance. Ça veut dire qu'on va accepter des situations qui ne sont pas OK sous couvert de bienveillance. On caresse dans le sens du poil, sauf que tout ça, ça ne nous tire pas vers le haut. Et pire encore, en fait, être complaisant,
c'est considérer que les gens ne sont pas capables. On est complaisant avec un enfant, quand il ne fait pas ses lacets, on se dit « Oh, il est petit, il ne sait pas faire ses lacets ». Nous, ce qu'on vous propose, c'est de toujours associer la complaisance avec l'exigence. Donc je suis... toujours associer la bienveillance, surtout pas. On repart. Toujours associer la bienveillance avec l'exigence. Je suis bienveillant envers toi, envers qui tu es. Par contre, je suis exigeant sur les résultats. Je suis bienveillant envers toi, ça veut dire que c'est OK, aujourd'hui tu es peut-être fatigué, c'est OK que tu adores regarder des vidéos de chats, moi aussi d'ailleurs. Mais par contre, je suis exigeant sur les résultats, je suis exigeant sur le fait que tes lacets, tu sais les faire, tu dois les faire. Je suis exigeant sur le fait que là, il faut qu'on soit dans les temps en fait. Et être exigeant, c'est te respecter parce que je sais que tu es capable et je sais que tu es l'expert. En tant qu'expert, il y a une chose que vous devez savoir, c'est ce que vous ne savez pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, quand on ne sait pas, et c'est pas grave. Je vais vous parler d'un truc que vous avez tous déjà entendu, que ce soit dans la bouche de vos parents, de vos grands-parents. Moi, personnellement, c'était ma grand-mère, qui ne ressemble pas vraiment à ça, finalement, mais qui me le disait, je m'en souviens quand j'étais petit, c'est que quand tu ne sais pas, c'est pas compliqué, tu demandes. Finalement, demander à l'autre, à l'expert, ça va être simplement reconnaître son expertise et la respecter. Tac. Quand tu ne sais pas, tu poses la question. Pourquoi ? Un designer, s'il ne pose pas de questions sur l'implémentation technique, sur les fonctionnements, sur la façon dont on construit, sur les gestions du réseau, du temps, des latences, etc., c'est un designer qui va s'enterrer. Il ne pourra jamais livrer un produit tout seul. Le produit fini, on ne l'oublie pas, c'est le code. Un designer qui ne pose pas de questions, c'est un designer qui n'avancera pas. À l'inverse, un développeur front qui ne posera pas de questions sur les parcours, sur le layouting, sur la gestion de la data, la gestion des temps de chargement, c'est finalement un front qui va régler qu'une seule partie du problème avec son code. Il ne va pas savoir gérer toute l'expérience utilisateur qu'on va souhaiter transférer. On vous propose une petite variation de cette citation, c'est que quand tu ne sais pas, tu ne fais pas. Ça évite souvent les soucis et les refactos sur 2, 3 ou 4 sprints. Ok, donc on pose des questions, et quand on pose des questions, ça veut dire qu'on est curieux. Et nous, on a vraiment envie de vous encourager à alimenter une curiosité saine. Mais vraiment saine, pas une curiosité du type je veux te voler ton métier, je veux mieux savoir que toi, pas du tout. Une curiosité saine, c'est vraiment je suis curieux de toi, de ce que tu sais, de ce que tu fais, et j'ai envie d'apprendre en fait. Il y a plein de manières de faire. Vous pouvez faire des Vie ma vie, vous pouvez faire des formations de découverte, pardon. Et nous, celui qu'on adore, c'est le pairing. Donc ça, c'est très connu entre devs, mais vous pouvez aussi le faire entre dev et designer. Et on vous encourage vraiment à le faire. Ça a plein de vertus. D'abord, parce que vous allez être à 2 cerveaux sur un problème. Donc vous allez trouver de meilleures idées. Vous avez aussi des points de vue qui sont différents. Et c'est cette diversité qui va générer de l'innovation et des choses intéressantes. Ensuite, ça va vous permettre de mieux comprendre les contraintes techniques, mieux comprendre les contraintes design, et peut-être vous rendre compte qu'en fait, ah mais attends, tu passes 10 minutes à faire ce truc. Si moi, dans ma maquette, je faisais juste un clic supplémentaire, je te fais gagner plein de temps. Et vous allez pouvoir comme ça vous faciliter la vie mutuellement. Et enfin, c'est tout simplement la qualité du produit. Parce que ce que l'utilisateur il a dans les mains finalement, c'est ce que vous êtes en train de coder. Donc plus on travaillera ensemble au plus près du code, et de meilleure qualité sera le produit. Second petit tips, une phrase un peu verbeuse pour finalement parler de nomenclature. La mise en place d'un vocabulaire et d'enjeux communs. Bon, déjà, on n'est pas d'accord sur la façon d'appeler ça. Il y en a qui parlent de nomenclature, d'autres qui parlent de charte de nommage. Bon, ok. Je vais vous donner un exemple vécu il n'y a pas longtemps et que finalement on a régulièrement sur le design system. Vous avez tous déjà vu Gérard, je crois, tout à l'heure parler, on travaille avec lui. Et la dernière fois, je lui fais « Gérard, tu sais me changer l'item action là sur la navbar ?» Alors Gérard, il faut savoir que c'est quelqu'un qui va très vite. Tout de suite, il n'y a pas de navbar sur Android, ça n'existe pas. J'ai soit une top app bar, soit une bottom app bar, il faut choisir. Vous l'avez saisi le problème? C'est que là, je vais devoir prendre du temps pour lui réexpliquer ce que je veux. Alors que si on parlait ensemble le même langage, on en gagnerait.
L'avantage de la nomenclature, finalement, ça va être de mieux communiquer. Mieux communiquer, ça va permettre plein de choses. Ça va vous permettre déjà de vous comprendre, de gagner du temps, ça va vous permettre d'instaurer un travail asynchrone pour les profils qui souhaitent travailler un petit peu différemment des moments d'équipe, et pourquoi pas du remote. Donc finalement, c'est de la communication. Pour ça, il y a plein d'écoles. Pour ça égale la mise en place. Il y a plein d'écoles. Déjà, ce qu'on constate, c'est que les designers, souvent, ont leur façon d'appeler les choses. Et ils ne sont même pas toujours d'accord entre eux. D'un designer à l'autre, un switch, un toggle, bon, la question se pose. Et souvent, au sein d'une même équipe produit, on a une nomenclature côté design et une nomenclature côté développement. Ça, c'est pas possible. L'idée, c'est pas du tout d'avoir un des deux métiers qui prend le dessus sur l'autre, mais c'est plutôt de co-construire en bonne intelligence. Nous, ce qu'on vous conseille comme tips, c'est de vous mettre tous autour de la table, d'avoir quelqu'un qui fait une phase d'étude, une première phase de conception, qui montre des exemples de réactions de composants qu'ils pourraient voir sur des sites, sur des applis mobiles, mais qui pose la question, ok les gars, comment ça s'appelle ça? Comment est-ce que vous appelez ça? Et déjà, à défaut de savoir comment ça s'appelle, est-ce que ça existe sur vos plateformes natives? Comme ça, vous allez mettre en place toute une librairie de composants fonctionnels qui parlera à tout le monde. On vous donne un petit tips sur le sujet. Quand vous ne savez pas comment nommer quelque chose, allez regarder les systèmes, les librairies des grands éditeurs de code et de logiciels. Souvent, ils ont déjà fait ce travail il y a plusieurs années. Nous, on fait ça très très souvent finalement. Deuxième petit tip sur le sujet, quand vous ne savez pas nommer quelque chose, vous ne trouvez pas l'équivalent sur le web, il y a deux possibilités. Soit c'est ultra spécifique à votre projet, et ce que vous allez développer ne servira qu'à vous, vous ne pouvez pas en faire bénéficier toute l'entreprise, soit c'est que c'est un problème qui peut être réglé par un autre mode de conception. Vous pouvez faire ce geste métier autrement. Voilà. Allez, slide suivant. Celui-là, il est assez facile dans notre section communication. C'est tout simplement communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. On va vous le répéter plusieurs fois. Communiquer trop. N'hésitez pas à utiliser des canaux communs où il y a à la fois les designers et les développeurs. On parlera des outils un peu plus tard, mais abusez-en. Évitez de communiquer en one-to-one. Alors c'est super, ça crée des liens, etc. Sauf que si demain la personne avec qui vous interagissez, elle est malade, ou si demain le même problème se reproduit sur une autre feature, eh ben, il n'y a pas la connaissance qui est partagée. Donc nous, on vous encourage vraiment à communiquer à mort, à communiquer sur des canaux publics, et surtout, ne vous sentez pas gêné de trop communiquer. Si finalement les gens reçoivent trop de messages, libre à eux de ne pas les lire, tout simplement. On a une devinette pour vous qui va se poser sur l'écran. Vous connaissez tous l'expression, vous avez compris, on aime ça. Si une image vaut 1000 mots, combien vaut un proto? Ok. C'est super, parce que finalement, le proto, c'est ce qui va nous permettre de faire une transition vers notre second point, l'équipement, le tooling, tout ce que vous allez devoir mettre en place finalement dans vos équipes, que vous avez déjà en place et que vous utilisez. Donc, on va s'attarder un petit peu sur le proto. Faire des maquettes, faire du layout, du wireframe, tout ça, c'est génial. C'est super cool, j'en ai énormément fait. Mais finalement, ça ne sera jamais aussi efficace qu'un proto. Ce qu'on constate aujourd'hui, quand on écoute les designers, c'est assez unanime finalement, c'est de dire que ça prend un temps monstre de faire un proto et c'est pas utilisé. En fait, c'est pas le proto qui prend du temps, c'est la façon dont il est fait. Il y a une idée selon laquelle il faut que quelque part, sur un des repos, on trouve un proto de l'appli avec tous les boutons cliquables, que tout soit pixel perfect, qu'on puisse le montrer à n'importe quel chef qui passe, à n'importe quel moment pour que ce soit propre. C'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Votre équipe, elle fonctionne de manière itérative, par cycle, par sprint. Il y a simplement besoin de prototyper ce focus sur la feature que vous êtes en train de travailler. D'accord? Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet pour faire des protos efficaces, donc c'est quelque chose qu'on va commencer à implémenter, sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est finalement de se rapprocher des QA. Pourquoi? Aujourd'hui, les protos, je suis à peu près sûr et certain que si on regarde tous les protos qui peuvent être faits à travers vous dans la salle, c'est des happy flow, avec potentiellement 1 ou 2 cas d'erreur, mais c'est tout. Or, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe quand le produit est dans la main de l'utilisateur. Ce qui se passe, c'est que ça ne charge pas, tout ne charge pas, l'utilisateur se retrouve déconnecté, il y a énormément de cas d'erreur, il y a des pertes de réseau, il y a des sauvegardes qui plantent, etc., etc. Donc le truc un peu cool, finalement, c'est de se rapprocher des QA, de récupérer les cas de test et de prototyper ces cas de test. En faisant ça, les équipes techniques, elles vont avoir une vue complète sur la feature qu'on souhaite implémenter.
Ils vont pouvoir faire des choix qui seront sûrement beaucoup plus pérennes, scalables et durables. Et nous, finalement, on aura le sentiment d'avoir livré quelque chose de complet. Côté développeur, vous avez une responsabilité, c'est d'exiger un proto de vos designers. Vous avez le droit de leur demander. Au même titre qu'un designer vous demande d'accéder au produit, vous pouvez lui demander des protos. La maquette n'est pas toujours suffisante. Alors, design system, ça va être la slide la plus facile à expliquer pour moi, pour nous, mais pour moi puisque je l'explique aujourd'hui. Je remercie Sabrina pour ça. Le design system, finalement, c'est le framework commun qu'il va y avoir entre un designer et un développeur. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup sur le sujet, c'est que le design system, ça va être en fait un contrat qui va être passé entre les deux disciplines sur les assets utilisables et utilisés pour builder les interfaces et les expériences. Okay. Donc dans ce design system, on va retrouver les fondations, les éléments de couleur, les design tokens, les spacing, le layout, etc. On va retrouver tout un pool de composants, potentiellement des patterns, enfin vous avez compris, grosso modo, c'est des librairies à consommer. Ça, c'est super cool. Petite remarque, mais vous le savez tous, mais on doit le dire, si vous voulez que ça ne se passe pas bien, mettez un design system et ne le respectez pas. Je compte plus le nombre de fois où des développeurs viennent nous voir parce que des designers n'ont pas utilisé le bon composant. Et l'inverse est vrai aussi. D'accord ? Côté design system, il y a finalement deux limites qui remontent assez souvent. C'est que, 1, on ne trouve jamais ce qu'on veut, et 2, ça prend du temps, ça coûte cher. C'est vrai, vous avez raison, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, ce n'est pas toujours complet, et ça prend du temps. Nous, ce truc-là, chez Decat, finalement, on aime bien le voir comme une opportunité, plutôt comme une faiblesse. L'idée, c'est de se dire que côté produit, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans des librairies, ça va être l'occasion pour un designer et un développeur de travailler ensemble sur des phases de conception et sur autre chose que leur produit quotidien. Vous allez pouvoir vous réunir, travailler ensemble, faire une étude, une phase de conception, designer un composant, en faire une nomenclature, en faire tout un système d'état et pourquoi pas un système distribué. Ça va être super cool. Vous aurez l'occasion comme ça de faire ça, de faire autre chose que du développement produit comme vous le faites tous les jours, ou du design produit comme vous le faites tous les jours. Il y a deux petits points de vigilance sur le design system. Le premier, c'est qu'il y a une idée reçue. Très souvent, on a tendance à dire que le design system, c'est par les designers pour les designers. C'est faux, c'est complètement faux. Le design system, c'est un outil c'est un service qui va vous servir à concevoir des expériences. Donc c'est un outil qui doit être tant utilisé par les designers que par les développeurs. Donc si vous avez envie de monter ce genre de service dans vos boîtes ou d'initier des librairies, ne confiez pas tout le travail aux équipes design. Faites-les ensemble. C'est un produit qui se veut bipartite. Et finalement, le design system, c'est ce qui va aussi vous permettre d'être un peu fier. Parce que très souvent, ce qu'on constate, c'est que quand il y a une équipe qui commence à monter des librairies partagées, elle se diffuse dans les BU, elle se diffuse dans les entreprises, et il y a un sentiment d'appartenance qui est plutôt cool à avoir. On vous encourage à travailler ces sujets. Allez, je t'ai laissé les sujets rigolos, moi je prends les sujets pas drôles. La documentation. Alors on le sait, Jira, Confluence, c'est horrible. Et c'est encore plus horrible pour un designer. Sauf que si c'est l'outil qui a été choisi par l'équipe pour documenter, il faut que tout le monde l'utilise. Nous, on a vraiment cette conviction, prenez le temps de choisir votre outil, faites-le ensemble, assurez-vous que ça rend votre workflow simple et que tout le monde est en capacité de l'utiliser, mais par contre, n'en utilisez qu'un seul. N'ayez qu'une seule source de vérité où tout le monde peut venir se référer à la documentation. Et le point suivant sur la documentation, si jamais elle est incomplète, si vous manque quelque chose, s'il y a une incohérence, souvenez-vous de mamie en fait. Quand on ne sait pas, on demande. Évitez de vous lancer dans une émission de Netflix, en fait. La documentation, elle va vivre, vous pouvez l'enrichir et vous êtes tout à fait légitime de venir demander à ce qu'on rajoute des choses. On le redit, c'était là pour le premier pilier, c'est vrai pour le second, il faut communiquer. La communication, vous le savez, vous l'avez déjà tous entendu, elle peut être verbale, à travers des réseaux Slack, à travers vos hangouts, lors de one-to-one, lors de vos rituels, mais elle peut aussi être non verbale. Nous, on a tendance à considérer que les outils, c'est une manière de communiquer. Ça permet de tracer ce qui est fait, ça permet de suivre l'activité de l'équipe, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'économiser de l'énergie, essayer de retrouver ce qu'on s'était dit, et finalement, souvent, ça nous fait économiser un peu de nerfs aussi. Ça évite parfois les prises de bec. Le sujet qui, selon moi, est le plus important lors du handoff entre une équipe front et une équipe design, c'est le versionning.
Alors vous allez me dire, ah, t'es bien gentil Simon, c'est cool, mais nous le versionning, ça fait 20 ans que ça existe, si c'est pas plus. C'est vrai. Côté design, ça fait 6 ans qu'on a les premières bêtas de semblant de versionning. Or, c'est ce qui résout presque tous les problèmes. Pourquoi? En fait, le versionning, il va avoir plein de vertus. La première, c'est qu'il va instaurer un travail itératif côté designer. Comme ils vont devoir versionner, ils vont faire des versions plus légères avec de moins en moins de modifications pour pouvoir garder un contrôle et une vue. Finalement, itératif, ça revient à faire du sprint ou du cycle. Et finalement, c'est ce qui est de plus en plus, c'est ce qui est tout le temps fait d'ailleurs par les équipes techniques, ou les équipes de delivery. Avoir des designers qui vont travailler de manière versionnée, ça sous-entend avoir des designers qui vont faire face à des soucis de versionning, soit les soucis que l'équipe technique a au commun, et quand on a les mêmes soucis, souvent on trouve des solutions ensemble. Donc on est convaincu que le versionning va rapprocher les équipes. Une autre vertu du versionning, ça va être de faire apparaître la notion de branche pour les designers. Alors ça, c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps, tout nouveau égale moins de 5 ans. En fait, on a des designers qui commencent à travailler en branche et qui savent pas vraiment comment le faire. C'est pas grave, accompagnez-les. Parlez-leur de la nomenclature, des fits, des fixes, des hotfix, comment est-ce qu'on fait une dev, comment est-ce qu'on fait un master, comment est-ce qu'on fait des éléments de feature, etc. etc. D'accord ? C'est des méthodes de travail que vous maîtrisez et sur lesquelles vous pouvez faire grandir les designers. On vous invite vraiment à réclamer du versionning auprès des équipes design. Autre vertu qui est super cool, je trouve, c'est qu'avec l'arrivée du versionning, le prisme de conception des designers évolue. Pourquoi? Avant, les designers, c'était un fichier sur un bureau qui s'appelait version 1, puis version 2, puis version finale, puis version finale 3. Voilà, c'était un peu ça. Et tout le temps, une sauvegarde par-dessus qui était écrasée. Vous avez tous déjà vu ces fichiers-là, c'est sûr. Finalement, lorsqu'on commence à versionner, le designer il va se retrouver à un moment bloqué. C'est-à-dire que pour faire évoluer son master, il va devoir faire évoluer ses dépendances et il va être obligé de systémiser son design. Il va commencer à créer des dépendances, créer des UI kits, créer des styles décentralisés, etc. Et finalement, vous allez rapprocher les architectures développeurs des architectures design. Dernier point, encore deux petits points finalement sur le versionning. Il y a un avantage un peu plus léger, mais qui a quand même le mérite d'exister, c'est que grâce au versionning, vous allez pouvoir réaliser des versions. Pour la première fois, les designers vont pouvoir faire des A/B tests sans perdre leur travail. Vous allez pouvoir tester des configurations. On a tous déjà travaillé sur des applis mobiles où on pouvait avoir une configuration A avec une bottom-up bar avec 3 entrées, ou plutôt 4 ou plutôt 5. Ben, finalement, avec du versionning, on peut faire ça côté design aussi. Et ça, c'est super cool. On n'est pas obligé de réinventer la roue tout le temps. Dernier point, nous on adore ça finalement, mais c'est que grâce au versionning, vous allez favoriser le travail asynchrone. Vous allez favoriser le remote, ultra important. Avant, quand des designers voulaient travailler à deux sur un même fichier, il fallait littéralement qu'ils s'assoient l'un à côté de l'autre et qu'ils discutent et qu'ils regardent ce que l'autre faisait. Aujourd'hui, chacun tire sa branche, on peut faire une design review, une merge request et on n'en parle plus. Essayez d'accompagner au maximum vos développeurs vers ces bonnes pratiques. Allez, on continue sur le versionning et on va parler du coup de l'accès pour les designers aux différentes versions sur lesquelles vous travaillez. Alors en tant que designer, on a tout le temps accès à la prod, la pré-prod. On a souvent accès aux versions bêta, alpha, et on a rarement, voire jamais, accès aux versions de dev. Et nous, ce qu'on a vraiment envie de vous encourager à faire, c'est de donner les accès à tout ça. Moi, j'ai aucun souci à devoir mettre à jour tous les jours une application si ça me permet de voir exactement là où on en est et ce que vous venez de développer. C'est super enrichissant. Ça va nous permettre de mettre le doigt sur des choses très très tôt, de vous faire des retours, d'échanger, peut-être même de faire des correctifs. Et ça, très tôt et très en amont pour corriger sur la suite. Alors, on parle de se donner les choses en amont, ça marche aussi côté designer, et notamment pour le Research Deck. Donc le Research Deck, peut-être que vous ne l'appelez pas comme ça chez vous, c'est cet endroit où on va centraliser tous les besoins utilisateurs, toutes les données qu'on a, les insights, les études, etc. Partagez-le, et partagez-le très tôt. Ou vous, si vous êtes dev, demandez à ce qu'on vous le partage. Ça va avoir plein de vertus, notamment de vraiment vous impliquer plutôt en amont dans le process, d'avoir une meilleure connaissance de vos utilisateurs. Ça va aussi vraiment créer une dynamique et ça va permettre à tout le monde de s'animer sur les mêmes opportunités.
Alors, on commence à se dire on s'implique en amont. Ça nous amène à notre partie organisation, le plan tactique. Le slide suivant, c'est impliquer les développeurs en amont. Donc ça, je pense que vous êtes tous convaincus, et vous avez certainement déjà vu plein de talks là-dessus. Il faut vous impliquer très très tôt, vous impliquer dans la research, vous impliquer dans les phases d'idéation, à tous les ateliers. Ça, on est tous d'accord. Nous, on a envie de rajouter un petit point supplémentaire, c'est la QA, qu'on oublie quand même très très souvent. Mais eux aussi, en fait, ça apporte de réels bénéfices de les avoir très très tôt dans les discussions. Ils vont pouvoir apporter leur prisme de réflexion, avoir un regard différent, et comme tu disais tout à l'heure, mettre le doigt sur des cas tordus, les trucs auxquels on n'a pas pensé. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, dans mon équipe, l'équipe QA était tellement impliquée avec nous dans la recherche utilisateur que dans leur scénario de test, ils utilisaient le nom de nos personas. Alors vous allez me dire, oui, c'est génial, moi aussi je peux écrire Fabrice dans mes plans de test, c'est pas grave. Non, en fait, ce que ça voulait dire, c'est qu'ils avaient une vraie connaissance des utilisateurs et ils étaient vraiment en empathie avec les gens pour qui on concevait. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, c'est génial, on est tous d'accord, il faut venir à tous vos ateliers, sauf que mon agenda, il est plein. Si je participe à tout, je ne vais plus rien faire d'autre. On a une solution. Ça s'appelle la roulette. On vous propose de tirer au sort, tout simplement. Il y a plein d'outils en ligne. Mettez le nom de tout le monde et puis tirez au sort. C'est pas grave si c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont présentes sur les ateliers. Nous, ce dont on a besoin, c'est votre expertise, votre regard. Et comme on le disait en amont, si vous communiquez bien et sur des canaux publics, ça peut être toujours une personne différente qui s'implique et qui participe. Côté implication, on va parler maintenant de ce qui importe un peu aux designers. Alors, je vais continuer sur le sujet de l'anecdote. Il y a une année maintenant, je suis arrivé chez Decathlon et pendant quelques mois, j'ai eu l'occasion d'animer une équipe de quelques designers. À l'époque, le design, dans la BU dans laquelle je travaille, c'était un mode agence. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les équipes produits, avec les développeurs, les PM, les QA, et il y avait sur une table les designers. Bon, ok. Pour des soucis de delivery, d'orga, on a transformé ces designers en designers produits et on les a parachutés, grosso modo, au sein des équipes techniques. Super cool. Avec le recul, ce qui a fonctionné, c'est pas d'être assis les uns avec les autres. C'est simplement l'arrivée des designers dans les rituels de l'équipe de production. Alors, on est lucide sur le sujet, on sait d'où viennent ces rituels, on sait que c'est issu du monde technique, on sait que c'est les méthodes agiles, on sait tout ça. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de le faire de manière pondérée. Nous, ce qu'on préconise, c'est la présence à au moins 3 rituels de la vie d'équipe. Le daily, forcément, la rétrospective, je vais expliquer pourquoi après, et enfin le refinement. Au daily, le but, c'est pas de rallonger, et c'est pas que parce que souvent c'est ça, 1 ou 2 designers pour 4, 5 ou 6 développeurs. En tout cas, il ne faut pas que le design prenne autant de temps que le développement, de temps de parole, que le développement dans le daily. L'idée, c'est simplement de dessiner finalement ce qui va avoir de l'intérêt pour tout le monde, de pouvoir échanger sur les points de blocage ou sur les choix techniques qui vont être implémentés. C'est sûr que si je viens et je commence à vous raconter, alors j'ai fait écran A, B, C, bon, ça aura trop peu d'intérêt. Par contre, si je vous explique que j'ai commencé un nouveau set d'icônes que je vais distribuer soit sous forme de dépendance, soit directement à travers Figma, là, on va pouvoir échanger de manière plus intéressante. Sur les rétros, quel intérêt ? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand les designers vont intégrer les rituels et les rétros, il ne va pas y avoir de moment pour eux. Et ça va devenir une frustration. L'objectif, c'est de profiter de la rétro pour dessiner finalement une nouvelle forme de rituel dans lesquels il y a certains moments dédiés au design en fonction des besoins. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à travers là, on sort de rétro, un designer s'est plaint de ne pas avoir eu de refinement, de temps de recette, d'échange avec, je ne sais pas moi, le tech lead sur un sujet ou sur la data qui serait dispo. Ok, pas de souci, on ajoute des colonnes dans Jira, on modifie le workflow, on en profite pour faire ça. Et derrière, ça nous permet de garder un point sur la température globale de l'équipe. Enfin, le refinement, il y a 2 axes à ça. Le premier, c'est que comme on souhaite intégrer des designers dans des systèmes de sprint, on va faire une évaluation de la charge pour les designers. Et enfin, on va demander à des designers d'être présents lors des phases de refinement technique pour pouvoir simplement répondre de manière ponctuelle aux questions qui pourraient se poser à ce moment-là. Dernier point, ultra important.
On l'a dit, on l'a répété, c'est que finalement, le produit fini, c'est le code. Donc c'est vous qui l'avez entre vos mains. Ce qui fait que, de manière un peu indirecte, on fait peser sur vous toute la responsabilité du produit. Si ça ne marche pas, ce sera de votre faute. Nous, ça, on ne veut pas, on n'y croit pas, on n'est pas d'accord avec ça. En fait, un designer, il n'est pas simplement censé faire des expériences, faire des écrans, faire des protos, livrer, c'est fini, ciao, on n'en parle plus. Un designer, c'est quelqu'un qui doit participer activement à la documentation technique, qui doit participer activement à l'historisation du projet, du produit, la mise en place de librairies, améliorer les systèmes de distribution, les cas de test, travailler avec la QA, etc. etc. L'idée, c'est pas de dire « Ok, toi, designer, vas-y, écris-nous un DOD et fais comme bon te semble ». L'idée, c'est plutôt de le faire ensemble et collectivement. Tout le monde autour de la table, on liste la longue liste des choses à faire pour qu'on considère qu'une tâche soit terminée ou qu'une feature soit finie. Et une fois que c'est fait, chacun vient dire « Ok, ben moi, je serai responsable de ça, je serai responsable de ça ». Côté ingénierie, vous avez la possibilité à ce moment-là d'insister sur ce dont vous avez besoin en tant que end-off et pour le delivery. C'est le moment de le faire remonter. Donc, mettez en place un definition of done auprès de vos designers et un definition of ready. Il y a encore trop peu de monde qui le fait aujourd'hui. Allez, on arrive à la fin de ce talk et on va passer au takeaway. Avec quoi repartir, la petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Alors, sur notre première partie, quand on parlait de communication, à retenir, c'est tout simplement respecter l'expertise de l'autre. Et si jamais vous avez un doute, rappelez-vous ce que vous disait Mamie. Quand tu ne sais pas, tu demandes. On a parlé de bienveillance et d'exigence, à ne pas oublier. Surtout, 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 pas de complaisance. Vous êtes exigeant envers vos pairs. Quand vous faites review votre code, quand vous voulez mettre de la qualité, soyez-le sur toute la chaîne du produit. Ça viendra des designers et des développeurs. On se souviendra de la curiosité saine, donc n'hésitez pas à abuser du pairing, du vie-ma-vie, des formations découvertes. Et enfin, la communication, hyper importante, un réseau général pour que chacun puisse venir piocher de l'info quand il en a besoin. On a parlé du proto, donc maintenant on a la réponse. Le proto, finalement, c'est beaucoup plus de mots qu'une image. On a parlé du design system, notre sujet chouchou, pour construire ensemble un vocabulaire commun. On a parlé de documentation qui doit être produit. On le rappelle, on voit encore beaucoup de documentation design d'un côté, dev de l'autre, data d'une part, etc., etc., etc. Fusionner tout ça, une seule source de vérité, c'est hyper important. On vous a encouragé à mettre en place du versionning, aussi côté design, et à faire en sorte de travailler main dans la main, dev et design sur ces versions. Et enfin, le research deck, quelque chose qui appartient encore trop aux designers. Oui, il faut le remettre au centre du produit, en fait. Sentez-vous impliqué dès le début, n'ayez pas peur de demander à participer à ces sujets, c'est ultra important. Et le point suivant, on l'a dit, on le redira, communiquer, communiquer, communiquer. Plan tactique, finalement, de part et d'autre, ce qu'on retiendra, c'est de l'implication, une implication saine, une implication exigeante. Pour les designers, ça va être de travailler beaucoup plus sur l'ensemble de la chaîne et venir poser des questions sur OK, comment est-ce que je peux aider les équipes techniques à avoir une intégration beaucoup plus simple? Comment est-ce que je peux mettre mes compétences à leur service? Et à l'inverse, côté développeur, ça va être une implication beaucoup plus en amont. Nous, ce qu'on veut surtout pas finalement, c'est que vous arriviez au moment du end-off. Si vous pouvez être là dès le début de la conception des expériences, le produit il sera mais tellement mieux, quoi. Tellement mieux. Et si jamais vous vous sentez trop impliqué, on vous a proposé la solution de la roulette. Merci. Merci.